Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi, un peu plus de midi, vous en avez l'habitude, nous décryptons l'actualité économique et financière, nous essayons d'ajuster les stratégies et de s'engager sur des conseils précis. Donc à mes côtés, Thomas-Louis Acer Finance, bonjour Thomas, et Christian Ginola, Gaspal Finance. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christian. Alors messieurs, on est en début d'année quand même, on est encore en tout cas au mois de janvier, donc à défaut de présenter des vœux, on va essayer de poser un peu des stratégies. Alors fin d'année, en fanfare sur les marchés, ou début d'année, pourquoi? Ça va continuer ou est-ce qu'on a fait le potentiel finalement de janvier? Est-ce que c'est pas la fanfare qui joue sur le pont du Titanic? J'en sais rien. Je l'espère pas. Je le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense qu'on est en train de prendre conscience de certaines bulles qui existent dans différentes classes d'actifs, que ce soit la classe obligataire, alors évidemment sur les segments des gouvernements, puis sur celui maintenant des corporates qui commence à devenir bien payé, la bulle immobilière qui est en train qui est à mon avis en cours de dégonflement, et donc il y a un petit choix par défaut aussi qui peut s'opérer en ce moment sur les actions, donc ça ne me surprend pas cette fin d'année et ce début d'année en fanfare. Christian? Oui, je crois que l'année dernière, beaucoup d'intervenants, notamment des étrangers, ne voulaient pas toucher ou ont vendu leurs investissements dans la zone euro parce qu'ils avaient trop peur de l'éclatement de l'euro. Ça a été le premier semestre. Voilà, ça c'est le premier semestre. Depuis les déclarations de Draghi en juillet et en octobre, tout ça a été remis en cause, et la confiance revient un peu. Donc c'est normal que le flux revienne un peu vers nos actions. Bon, ça va continuer? Ça va continuer, oui, ça va continuer, sauf s'il y a des incidents majeurs, c'est comme toujours. Mais à mon avis, c'est un flux qui est là pour durer, parce que tous les éléments d'une reprise éventuelle de l'activité, même si elle n'est pas très forte, elle est quand même là. Il ne faut pas oublier, alors les gens disent, oui, mais la bourse, c'est fou, parce qu'on a de très mauvais chiffres économiques et la bourse monte. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un facteur d'anticipation, et c'est ça qui perturbe un peu le message. Mais tout pointe vers une certaine reprise de l'activité dans la seconde partie de 2013, ou au moins en 2014, et à partir de valorisations très raisonnables, et puis d'un sentiment d'une certaine sécurité revenue en Europe, tout ça devrait donner des bons résultats, sauf à ce qu'il y ait des accidents, notamment peut-être d'ordre politique, on a des élections devant nous, etc. Et alors ce scénario bien huilé, on voit à défaut de signes noirs, on ne les voit pas, mais des signes gris, on voit des risques ou pas? Moi, le seul risque pour moi sont les élections allemandes, pour être clair. Donc c'est central. Plutôt L'Amérique et la Chine, c'est fait, donc c'est réglé. Enfin, c'est réglé. Et en France, on est tranquille. On a plutôt des éléments pour un petit moment, d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est les élections allemandes. Est-ce que Mme Merkel est confirmée ou pas? C'est un point important et non négligeable de la tranquillité, entre guillemets, des marchés troisième trimestre. Voilà. Alors peut-être qu'à plus court terme, on a fin février les élections en Italie. Oui, ça c'est aussi... Alors, le spectre du diable Berlusconi est en train de planer, en tout cas sur les élections sénatoriales, puisqu'au Parlement, il ne devrait pas avoir ses chances. Mais le Sénat, en Italie, joue un certain rôle plus important que chez nous, puisqu'il faut que les lois soient votées par les deux chambres. Et donc, on pourrait craindre une situation un peu de blocage. Une situation à l'américaine, un peu. Voilà, ça serait une forme de cohabitation avec le diable. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut viser? On vise le retour à ce qui était au début de l'été 2011, les 4000 points par exemple pour le CAC 40 On peut les viser. La composante du CAC 40, c'est une composante totale, Sanofi et le poids des bancaires. Alors, savoir si on atteint les 4000, c'est quand même se poser la question. On le voit l'année dernière avec une performance très différente du CAC 40 avec les fameuses 20 valeurs qui sont bien sûr, qui elles, on fait plus du double. Donc, une composante essentielle de la progression du CAC était la progression de Sanofi qui était non négligeable et le redressement des bancaires. Donc est-ce que ces trois titres-là vont monter? A priori, Sanofi, on a plutôt des résultats
qui sont bons et on peut être relativement serein. Sur Total, moi j'ai toujours des interrogations sur Total, c'est une machine à déception en permanence. Et quant aux bancaires, est-ce qu'elles vont continuer de progresser? Je pense que oui, probablement dans des proportions moindres que celles qu'on a connues l'année dernière. Donc on a une tendance de fond qui est déjà pas trop mauvaise. Voilà. Christian, c'est... Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Les bancaires se vendent encore en dessous de l'actif net, largement. Elles ont rattrapé, mais pas tout. Certaines se vendent, les meilleures se vendent à peu près à l'actif net, mais on a encore des animaux malades comme la Commerzbank qui se vendent à 40% de l'actif net. Alors ils sont très malades, mais enfin, si on imagine qu'ils iront mieux dans les prochaines années, il y a un upside qui n'est pas négligeable. Donc finalement, après 5 ans de hausse des actions aux États-Unis, l'Europe n'est peut-être pas partie pour 5 ans, mais bien engagée. Elle est pas mal engagée, et puis il y aura un facteur rattrapage, probablement. Les États-Unis semblent bien valorisés au moment où on parle. On aura probablement, comme le disait Christian tout à l'heure, on aura un facteur automatique de recadrage, d'autant que nos belles entreprises européennes font beaucoup de leur chiffre d'affaires à l'étranger, et elles sont un peu décorrélées de la vie de tous les jours en France, par exemple. Alors le scénario, Christian, le scénario économique, vous le voyez comment cette année? Moi, je suis comme tout le monde, je lis ce que disent les experts, parce que je n'ai pas la prétention de... Mais oui, on sait qu'ils ont tort, mais en gros, ce que disent les gens, ce que la plupart des économistes voient, c'est un premier semestre très atone, pour le moins qu'on puisse dire, et les chiffres ce matin sur l'évolution des indices en Europe, enfin en France en tout cas, par rapport à l'Allemagne. Oui, mais en Allemagne, les indicateurs avancés sont plutôt un peu meilleurs. Sont plutôt meilleurs, et chez nous, ils s'enfoncent. Oui, donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est que le deuxième semestre aille un peu mieux. Alors, la bourse vit l'espoir, comme on a dit. Il y a un moment où il faut bien se dire, c'est le cas de l'automobile, c'est le cas d'un certain nombre de valeurs cycliques, etc., qu'il y a un moment où, si les gens n'ont pas acheté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., à un moment, il faut qu'ils renouvellent. Donc, les choses ne vont pas à zéro. Voilà. Si on prend les ventes d'automobiles, elles ne vont pas aller à zéro. Il y aura toujours... Alors, cette année, on prévoit un marché qui baisse en Europe, peut-être en France, de l'ordre de 3%. Bon, si c'est -5, -6 et +2, +3, voilà, le résultat. Il y a un moment où ça va repartir un peu. Thomas, les scénarios, on les voit bien réellement. La Chine un peu meilleure, les États-Unis une croissance modérée, et l'Europe, qui M. Draghi l'a dit aujourd'hui, va toucher son point bas au premier semestre. Ben oui, probablement. Bon, là, on a toujours 2-3 indicateurs, les indicateurs allemands sur lesquels les journalistes ou les politiques français se focalisent en disant, vous voyez que le meilleur élève n'est pas si bon que ça. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'au bout du compte, l'élève est toujours aussi bon, malgré tout. Et puis l'élève réfléchit, c'est-à-dire qu'il anticipe. Il y a probablement une réserve sur la consommation allemande qu'on néglige aujourd'hui, notamment dans les augmentations de salaire probables à venir. Donc la croissance européenne sera mauvaise, mais c'est déjà acté, c'est déjà dans les cours de bourse. On aura probablement quelques bonnes surprises, je continue de le penser, y compris sur cet indicateur de consommation. Bon, voilà, une fois que ces indicateurs seront passés dans le marché, on aura là aussi un gain. On est déjà en capacité d'anticiper ce qu'il y aura après le point bas. Pour la première fois depuis longtemps, on a de la visibilité. C'est quand même ce qui change depuis 1 an désormais. On a de la visibilité. On sait à peu près, les mauvaises nouvelles sont dans les cours et on les connaît. On n'a pas de grosses découvertes ou de grosses déconvenues à venir au moment où on parle. Sauf surprise, évidemment. Donc il y a ces échéances italiennes, il y a quand même le débat budgétaire américain qui peut-être être un petit feuilleton. Tout ça, ça nous fait un fin février, début mars, qui peut être un peu agité, quoi. Voilà. Qui est le moment où généralement les marchés font une pause. Voilà, et puis en plus, c'est un moment un peu charnière, parce que les bulles du réveillon sont derrière nous, puis on commence à aller vraiment dans le dur. Et on commence à se demander ce que le deuxième trimestre va réserver. Alors, tendance porteuse, on a bien compris, pas sur les obligations, sur les actions et sur les actions européennes. Alors, les concepts à suivre, les secteurs, Thomas?
Alors, moi, dans les secteurs, j'aime. Cette année, on regarde pas mal les valeurs technologiques pour les gains de productivité qui sont un vrai sujet. Dans une période de croissance molle, on va aller chercher des secteurs dans lesquels on va pouvoir faire des gains de productivité. Il y a un travail considérable fait par les valeurs technologiques sur le sujet. Je pense à Capgemini notamment, qui est probablement une des valeurs bradées aujourd'hui comparée à ce qui reste dans le monde de valeurs du type de Capgemini. Donc c'est un sujet moi qui m'intéresse. Je continue de regarder la construction au travers notamment du redressement et aux États-Unis et en Chine de ces deux secteurs, et ça devrait profiter à nos leaders mondiaux. Oui. Donc ça, c'est deux sujets qui m'intéressent. Enfin, je suis un petit peu plus circonspect sur les utilities, et notamment les utilities françaises. Toujours, vous ne bougez pas là sur ce sujet-là? Non, je ne bouge pas, non. C'est trop dans les mains des gouvernements pour que ce soit géré correctement. Christian, concept secteur? Oui, ça on peut rajouter la téléphonie aussi qui a tout ce qui est service public est mal parti. Oui, et puis en plus, il y a une concurrence très forte. Alors, cette année, normalement, dans les années de rebond comme ça, c'est en général les petites et moyennes capitalisations qui rebondissent le plus, puisque c'est elles qui ont un effet de levier, on appelle ça un bêta dans le jargon, par rapport au marché qui est plus fort, donc elles devraient rebondir. D'ailleurs, en ce début d'année, elles ont rebondi à peu près 2 fois plus que les grandes valeurs. Deuxième secteur qui devrait profiter, logiquement, ça devrait être les valeurs cycliques, puisque c'est ce qui avait été massacré et c'est ce qui va bénéficier de la reprise économique. Alors, il y a un moment, il faudra peut-être se réintéresser à des choses comme l'automobile, se réintéresser à la construction, etc. Oui, la construction, oui. Vous êtes déjà d'accord même si on peut penser que dans un certain nombre de pays en Europe, le marché de l'immobilier va rester quand même très difficile. En France, dans la construction, la fin du mécanisme d'aide fiscale se fait déjà sentir, semble-t-il. Est-ce que la fin du mécanisme, je pense que c'est simplement le catalyseur. Oui. La tendance était bien engagée. C'est peut-être les prix qui font. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter. Donc ça fait quelques années. L'incertitude fiscale en fin d'année qui a été très forte. Oui, qui a été, Alors, il reste une question, c'est cette guerre des monnaies qui se profile. Est-ce que ça peut remettre en cause un certain nombre de choses, par exemple sur nos leaders mondiaux? L'entrée en guerre des monnaies, est-ce qu'on est entré en guerre des monnaies? C'est probable, notamment avec les déclarations récentes au Japon, c'est clair. Donc les États-Unis, comme d'habitude, c'est my money, your problem. Le Japon a compris que pour enfin décoller, il fallait essayer de s'atteler à cette guerre des monnaies. Donc ils ont décidé de racheter tout ce qui passait pour essayer d'aider l'économie et enfin et faire baisser ce yen et rendre leurs industries compétitives. Et enfin, en Europe, il va falloir qu'on se mette d'accord parce qu'on est quand même au centre des transactions mondiales au moment où je vous parle. C'est une des plateformes de transactions les plus importantes qui soit. Et on va subir un petit peu tout ça, donc il va falloir être un petit peu plus acteur. La guerre des monnaies, Christian, ça vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est que l'euro, là-dedans, semble être la valeur d'ajustement. Oui. Parce que quand quelque chose monte, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui baisse. Et quand les choses baissent, il faut qu'il y en ait une qui monte. Alors, les Japonais font tout ce qu'il faut pour faire baisser leur monnaie, les Américains aussi. Donc, si on prend les 3 grandes monnaies, il reste nous. Alors nous les Chinois ne font pas grand-chose pour la faire varier, donc ça fait beaucoup. Alors, les Chinois, ils ne font pas grand-chose par rapport au dollar. Par rapport au dollar. Donc, par rapport à nous, c'est plutôt faible. Donc, il y a un an, on disait l'euro va disparaître, et aujourd'hui, on dit l'euro est trop fort. Pour résumer. Oui, puis alors surtout, ce qui est dramatique, c'est que l'euro n'a pas de porte-parole. Personne ne s'en occupe. L'autre jour encore, c'était une réunion avec un membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. La question lui a été posée sur l'euro. Il dit ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas notre sort. Oui, donc c'est la responsabilité de personne. C'est pas notre problème. Bon, alors conclusion, votre répartition de portefeuille optimale? Alors en ce moment, première question, est-ce qu'il y a des obligations ou est-ce que c'est fini? Non, il n'y a plus d'obligations. Il reste quelques obligations spécifiques, qui sont des obligations de dette bancaire perpétuelle, sur lesquelles il y a un petit côté jeu ludique, plus qu'une décision stratégique forte, j'allais dire. Donc on a beaucoup d'actions et dans les actions, alors on a effectivement pas mal de cycliques. On est donc plutôt dans un modèle avec pas mal de valeurs dites
value. Et puis on a quelques valeurs de croissance, nous qui sont les champions toutes catégories, qui continuent d'être les champions. J'en veux pour preuve Solvay, Gemalto, Dior ou LVMH. Ceux-là ne déçoivent jamais. Ils vont prendre les 3,5 de croissance mondiale. Et comme ils ont des marges ils ont un pricing power qui est énorme, ils ne sont pas menacés par le contexte actuel. Christian, répartition optimale? Oui, non. Parce que l'année dernière a été une belle année pour les placements obligataires. Ça a été une année formidable. Souvent, on peut le dire quand c'est terminé, parce que sur le coup, moi je me rappelle qu'au mois de juillet, mi-juillet, fin juillet, quand on avait les obligations, on était très triste. Et on se demandait où on allait. Donc, acheter de la dette italienne, il y a un moment où il fallait y aller. Mais ça a été une année où il y a eu quelques hauts et bas. On en connaîtra aussi sûrement cette année. Donc moi, je garde quand même un matelas d'obligations. J'aime bien les obligations bancaires subordonnées. Et également, et plus généralement, le high yield, parce que c'est-à-dire les obligations à haut rendement, parce qu'il y a encore un peu de gisement de valeur. On a tendance à raccourcir nos portefeuilles, parce qu'on ne serait pas étonné que les taux remontent un peu en France et en Allemagne d'ailleurs, les taux des emprunts d'État. Donc, ce qui fait que ça entraîne, donc à la action hausse. Aussi action. Et sur les actions, je crois qu'un bon mélange entre les actions value et bancaires, et puis rester sur ces grandes valeurs de croissance, ça a toujours été un cocktail gagnant. Donc, enfin, ça sera un cocktail gagnant. On ne cherche pas la value n'a pas été quelque chose. Oui, la value n'a pas été le grand succès des 3-4 dernières années. Ça n'a pas été le grand succès des 3-4 dernières années. Donc, il faut savoir, c'est ça qui est difficile d'ailleurs de gérer la value, c'est qu'il faut avoir un market timing. Oui. Il faut acheter les valeurs quand elles sont basses et savoir les vendre quand elles sont hautes. Le gros avantage des valeurs de croissance, c'est que quand elles redescendent, elles ne redescendent jamais très très bas. Et finalement, on a quelque chose qui monte comme ça, et c'est assez agréable. C'est moins de timing. Alors, petit point d'actualité, rapidement. Alors, les résultats américains, après Apple d'abord, peut-être Microsoft. Qu'est-ce que vous en dites de ces résultats? Apple, on est dans un modèle qui est décidément abonné à la sortie du prochain produit. Donc dès lors que cette espérance sur le prochain produit soit déçoit, soit n'est pas satisfaite, et on l'a vu sur le lancement du dernier iPhone, il y a une déception. Cette déception, elle se traduit par une sanction un petit peu plus importante des résultats que les 13 ou 14% de baisse d'hier. En revanche, ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans le modèle Apple, c'est les applications qui continuent d'être une espèce de valeur d'abonnement et donc un matelas pour la valeur. Ils ont créé un immeuble. Voilà. Ils ont créé de l'immobilier et ça tourne. Exactement. Donc on est maintenant avec des locataires qui sont tous bien abonnés, qui n'hésitent pas à racheter des applications de temps en temps. Oui. Question les résultats américains. Vous avez un peu regardé. Globalement, c'est pas mal. Je crois que plus des 2/3 des sociétés ont déclaré des résultats supérieurs à. Il y a juste les technos, Microsoft, Apple, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué, et à la fois, c'est certainement, à mon sens, le plus grand attrait du marché américain, parce que. C'est là où il y a la croissance. C'est là où il y a de la croissance, et puis il y a une formidable réserve d'inventivité aux États-Unis, etc. Alors, vous citez des sociétés qui ont un peu déçu, puis de l'autre côté, regardez, Facebook a repris 50% dans les 3 ou 4 derniers mois. RIM, les BlackBerry, là, semblent retrouver peut-être une deuxième ou troisième jeunesse, je ne sais pas. Alors que nous, en Europe, notre pauvre Nokia n'arrête pas de s'enfoncer. Les actionnaires, pour la première fois depuis quoi, 123 ans, c'est quelque chose de ce genre, les actionnaires n'auront pas de dividendes. Alors, la techno, c'est formidable, mais c'est pas de la pente douce. C'est pas de la pente douce. C'est pas de la pente douce. Donc, actualité toujours, les publications françaises, vous en tirez quoi comme conclusion, ou européenne d'ailleurs? Moi j'ai le sentiment qu'on n'a pas de surprise. On n'a pas de très bonne, très mauvaise surprise. Comme on n'espérait pas grand-chose, on n'est pas très déçu. Exactement, on s'est habitué à provisionner le pire dans tout ce qu'on a fait depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc il y a un vrai soutien à la baisse, on le voit bien. Le marché ouvre en baisse, il finit systématiquement à zéro ces derniers temps. Voilà, ce qui est un flux acheteur.
Il y a donc un plus. Christian, vous avez parlé plusieurs fois de l'automobile. Donc ces plans chez Peugeot, chez Renault, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est au bout d'un cycle de mauvaise tendance. En tout cas, ça veut dire qu'on prend le problème à bras-le-corps. Il faut se rendre compte quand même qu'il y a des usines en Europe qui tournent au tiers de leur capacité. Je veux dire, il y a une surcapacité énorme. Alors, on commence à entendre des choses qui vont vers un ajustement du temps de travail, un ajustement de la production, ce qui serait formidable si Renault arrive à ce que Nissan vienne remplir nos usines pour produire leur modèle pour l'Europe chez nous, ça serait formidable, ça. Mais c'est quand même l'aboutissement d'une erreur stratégique si on compare avec les automobiles allemandes. C'est-à-dire que, oui, nous on a choisi le moyen de gamme en Europe. Les Allemands, ils ont choisi le Volkswagen, c'est la voiture du peuple, mais, c'est la voiture du peuple, mais pas Audi, apparemment. Voilà. S'ils étaient restés voiture du peuple, je crois qu'ils auraient les mêmes problèmes que nos constructeurs. Mais Volkswagen est présent sur toute la chaîne. Oui, enfin, tout le groupe est présent sur toute la chaîne. C'est extraordinaire, de l'ultra-luxe jusqu'au low-cost. Donc ils ont un mass market qui est intéressant parce que ça leur permet malgré tout de bénéficier d'une croissance mondiale. Et puis ils ont à côté de ça des véhicules extrêmement margés sur lesquels ils gagnent de l'argent, sur lesquels il y a un flux acheteur important aujourd'hui. Bon voilà, chapeau bas. Nous, on s'est enfermé dans des stratégies qui semble un petit peu risqué. Je préfère, moi, Renault à Peugeot, évidemment. J'espère que Peugeot s'en sortira parce que c'est quand même une famille qui a fait le choix depuis toujours d'être présent dans ce pays, de garder ses usines ici et qui mérite autre chose que des coups de menton de temps en temps des gens qui gouvernent. Voilà. Alors qu'ils aient fait des erreurs stratégiques dans les entreprises, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Alors, des dossiers. Alors, un dossier qui regarde un peu l'État, c'est EADS. Alors, EADS, on a pensé déjà que quand les Américains ont eu des petits problèmes avec leur 787, c'était favorable. Mais surtout, EADS est au centre. Maintenant, il y a une recomposition du tour de table. On parle de patron, d'un nouveau patron, ou peut-être d'un vrai patron. C'est pas très cher, facialement. C'est-à-dire que sur le premier point, qui est le problème de Boeing, on est en train de dire que peut-être que les avions de Boeing 787 va être interdit de voler un certain temps parce que ça semble compliqué, etc. Bon, c'est pas forcément très très bon ça pour EADS parce que il a son A350 qui est en état futur d'achèvement, si on peut parler comme ça, et c'est clair que les régulateurs, etc., vont être beaucoup plus tatillons, etc. Ça va être plus difficile. Le 787 et la 380, c'est des bêtes d'électronique et ils se ressemblent. Tous maintenant. Donc, tous. Alors, attention, parce que... Alors, sur le dossier lui-même, parce que le dossier est quand même un dossier intéressant, on voit une sortie de ce flou. Alors, oui, on voit une sortie du flou, à tel point qu'on va arrêter de l'appeler EADS et probablement Airbus, ce qui mettra un vrai nom en face du concurrent Boeing. C'est une vraie marque en face du concurrent Boeing. Bon, ça c'est l'effet marketing certes, mais malgré tout une intention certaine de se concentrer sur une entreprise, un produit qu'on vend, des avions et un savoir-faire. Enfin, quand on voit les difficultés de Boeing en ce moment, qui sont des difficultés d'ordre électrique, qui peuvent éventuellement concerner EADS, ils ont les mêmes fournisseurs, oui, souvent français d'ailleurs, les mêmes sous-traitants, souvent français. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas EADS bomber le torse ou Airbus bomber le torse au moment où on parle. L'autre problématique de Boeing, qui est à mon avis un peu plus grave, c'est un problème de structure. Cette histoire de hublot là, c'est un vrai sujet quand même. C'est le premier avion en matière donc, EADS, composite. est-ce que c'est un pari à suivre? Nous, on en a en portefeuille. On trouve que c'est une valeur relativement sage. On attend 10 à 15% de hausse cette année sur le titre. Donc, on l'a en portefeuille. Christian? Oui, c'est une de nos valeurs favorites. Alors, une valeur dont on a beaucoup parlé, dont on parle cette semaine aussi, toujours un petit point d'actualité, c'est Veolia, où le président essaie de contre-attaquer vis-à-vis des gens qui cherchent un peu à le sortir par une annonce stratégique. On peut y croire ou pas? Parce que là aussi, on est dans les utilities, c'est bien le drame. Moi, le problème de ces dossiers-là, c'est que c'est des dossiers politiques. Alors, c'est soit les collectivités locales qui donnent les ordres et qui annoncent qu'ils vont arrêter de les donner, soit les dirigeants qui se battent entre eux alors qu'ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Moi, je ne comprends rien à ces titres, donc j'y vais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Oh, je crois que malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on est, les municipalités ont compris que, en mettant en concurrence les sociétés de traitement d'eau et de déchets, on arrivait à des résultats non négligeables. Donc les renouvellements de contrats, c'est valable à la fois pour Suez Environnement et pour Veolia, les renouvellements de contrats se font avec des marges, presque on voit, je sais pas, peut-être entre 15, 20, voire 25% moins grandes que les contrats existants. Donc clairement, il y a un entonnoir qui est pas bon. Bon. Alors maintenant, deuxièmement, on a chargé cette pauvre société de dettes gigantesques au moment de la séparation entre Vivendi et Veolia. Alors, donc, en plus, le président précédent avait une politique expansionniste forte. Donc, le président actuel, il fait ce qu'il peut, il vend des actifs, il essaye de préserver les marges et de se mettre. Tout a un prix. C'est-à-dire que, comme vous disiez pour l'automobile, il y a un moment où, à force de baisser, ça remontera. Mais, voilà. Et puis, surtout, il essaye de se désengager un petit peu de la clientèle des municipalités et des régions, donc paragouvernementales, je dirais, pour aller plus vers l'entreprise. Oui, mais ça c'est un métier qui est plus. Encore deux toutes petites questions d'actualité. Alstom a publié un carnet de commandes ou un chiffre d'affaires et annoncé un carnet de commandes qui est plutôt bon. Ben oui, moi je l'aime bien. On a parlé de cyclique, hein. On a parlé de cyclique, donc il faut bien rentrer dedans. Celle-là, je pense que pour le coup, il y a un vrai catalyseur. Cette annonce du carnet de commandes, alors c'est un peu déçu le jour de l'annonce, mais moi je trouvais que c'était plutôt un point d'entrée. On a un beau carnet de commandes, on a une valeur cyclique qui se paye pas cher au moment où on parle. Pour le coup, on a un patron qui, même s'il n'est pas propriétaire de l'entreprise, a une vraie ligne industrielle. Oui. Moi, ça me plaît bien. Donc, on a de l'Alstom en portefeuille. Christian, parmi les cycliques, ça fait partie. Ce qui est malheureux, c'est que le secteur qui est le plus important chez Alstom, c'est celui qui va le plus mal. Ouais, c'est l'énergie. Hein, parce qu'en face, ce sont les énergéticiens, oui, on peut le dire, européens, qui, face à une croissance atone, ont une demande d'électricité qui est moins forte que prévu, et donc moins de projets, etc. Alors, par contre, les autres secteurs, le ferroviaire, ça marche formidable, etc. Donc, et puis Kroll mène ça d'une manière remarquable, les marges ne font qu'augmenter. Le carnet de commande a augmenté quand même de 14% sur un an. C'est remarquable. C'était plutôt bon, même si le marché est un peu... Alors, malheureusement, je crois que le futur grand départ de la société, ça sera quand le marché de l'énergie se retournera. On a vu que Siemens a aussi des problèmes de carnet de commande. Ils sont un peu sur les mêmes métiers. Hein. Chez ABB, c'est pareil. Les énergéticiens n'investissent pas. Mais c'est peut-être le moment de jouer en amont, justement, de ces... Voilà, alors ça reviendra, Ce sera le mot de la fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, et rendez-vous sur le même site que celui sur lequel vous avez vu cette émission, pour les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils précis de mes deux invités de la semaine. Au revoir.